Bonjour à tous, bienvenue sur VTV dans ce numéro exceptionnel de votre journal télévisé de la ville de Valenciennes. Nous sommes accueillis pour l'occasion par le Musée des Beaux-Arts qui réouvre après plus d'1 an de travaux et une magnifique rénovation. Pour en parler mais également aborder l'ensemble de l'actualité valenciennoise, nous allons trouver dans le salon 19e un invité non moins exceptionnel. Il s'agit du député-maire Laurent de Gallet. Bonjour monsieur le maire. Comment allez-vous? Très bien et vous, merci. Plutôt pas mal. Alors ça y est, on y est, le musée est fin prêt? Voilà, une bonne année de travaux, un investissement d'un peu plus de 3 millions d'euros qui montre la volonté politique aussi de la ville. Et puis au fond, un musée qui a changé sans vraiment changer. Je crois que les puristes pourront remarquer rapidement les changements. Et puis un lieu vraiment très agréable. Et puis c'est au fond la suite de l'histoire. Ce musée a réouvert en 1995, à l'époque où j'ai rejoint l'équipe de Jean-Louis Borloo, 20 ans après, un toilettage. Tout un symbole. Voilà, tout un symbole. Super. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on continue cet entretien dans la salle Rubens et qu'on aille s'installer face à la pièce maîtresse du musée, qui est le triptyque de Saint-Étienne. Alors, monsieur le maire, vous avez choisi ce musée des Beaux-Arts de Valenciennes pour cette émission un peu spéciale VTV. Pourquoi ce lieu symbolique? Pourquoi ce choix? Parce que je pense que c'est signe de la volonté politique de continuer à investir, dans la culture, que ça a été un symbole fort de l'arrivée de Jean-Louis Borloo, qui a connu cette ville dans un désarroi terrible et qui a choisi de la redresser au travers de 2 piliers, 2 vecteurs, qui étaient à l'époque un peu absurdes pour certains, qui étaient le sport et la culture. Je crois que voilà, il aurait pu juste actionner le levier du social en se disant je vais faire du social dans une ville qui en a besoin. Non, il n'a pas fait que du social. Il a essayé de tirer les gens par le haut au travers de la culture et du sport. Et 20 ans après la réouverture de ce musée, l'année de travaux, les 3 millions d'euros d'investissement, je crois que c'était un clin d'œil. Voilà, logique, à l'histoire, logique à l'histoire. Et puis j'espère qu'à travers cette émission, ça donnera envie à beaucoup de Valenciennoises, de Valenciennois, et bien, de venir découvrir ou redécouvrir ce musée. Alors justement, je sens quand même un attachement particulier, hein. Vous venez de le dire d'une certaine façon au patrimoine. L'année dernière, vous aviez choisi pour l'émission un petit peu équivalente à celle-ci de la tournée dans la bibliothèque des Jésuites. On sent cet attachement quand même au patrimoine valenciennois. Parce que les Valenciennois sont attachés à leur patrimoine et qu'on écrit bien l'avenir lorsque on est en conscience avec son passé. Et je crois que c'est important. Et puis, vous savez, les milieux de la culture avaient un peu d'inquiétude en voyant arriver Laurent de Gallet, qui avait l'image, au fond, de l'adjoint sport, d'un sportif. Venait de partir Dominique Riquet, qui, lui, pour le coup, les avait pleinement rassurés. Et on a souvent une espèce de fausse pudeur. Vous savez, Dominique Riquet ne voulait pas trop faire dans la culture, de peur d'être taxé, bien de revenir aux origines. Moi, je n'ai pas de retenue, aucune, et je fais un peu ce que Dominique n'a pas osé faire en tant que premier magistrat. Et puis c'est la continuité de l'histoire que nous avons coécrite avec Jean-Louis et avec Dominique. D'accord. Alors on est là aussi pour parler évidemment de l'actualité valenciennoise. La piscine de Valenciennes est un sujet stratégique. Où en est-on exactement aujourd'hui? Alors c'est plus fait du hasard et du calendrier, c'est le jour anniversaire de l'incendie de cette piscine. Il y a 1 an, jour pour jour, cette piscine partait en fumée, hélas. Nous sommes toujours sur le temps de la gestion du conflit juridique et de l'expertise judiciaire. L'expert judiciaire est en train de mener son action. Il a souhaité avoir un temps complémentaire pour la mener à bien. Il rendra son rapport à la fin de l'année. Néanmoins, ça n'empêche pas la ville d'être très active sur le sujet, de travailler en temps masqué. Nous avons nommé une assistance à maîtrise d'ouvrage, nous avons désigné un programmiste qui va rencontrer l'ensemble des utilisateurs pour définir avec eux les besoins pour le prochain équipement. Et puis nous espérons, une fois les procédures administratives enclenchées, le paiement par l'assurance de la somme due à la ville et l'ensemble des responsabilités définies, pouvoir démarrer en phase opérationnelle l'édifice en septembre de l'année prochaine. Ce qui fait que nous pourrions être dans le timing 2018-2019, qui est toujours le timing que j'avais annoncé à l'issue de l'incendie. D'accord, ok. Alors, on a évoqué la piscine. Quels sont les autres sujets qui vous occupent, bien évidemment, mais peut-être aussi même qui vous préoccupent? Y en a-t-il? Tout ce qui touche forcément
au devenir du Valenciennois et au bien-être de ses habitants me préoccupe. Donc il y a beaucoup forcément de sujets. Après, il faut les prioriser. Sur le volet culture, et pour terminer, on sait que nous terminons la réhabilitation du conservatoire. C'est aussi une réhabilitation lourde, 5 millions d'euros d'investissements qui ont été visés à l'intérieur. Donc c'est quelque chose aussi de très important et qui rejoint la volonté politique que vous évoquiez dans votre propos liminaire. Et puis ensuite, le développement économique est quelque chose que nous avons forcément chevillé au cœur et au corps. La poursuite du développement de l'avenue Pompidou, qui, au passage, a quand même généré la création de 250 emplois, qui a transformé radicalement cette entrée de ville, qui était une autoroute semi-urbaine, qui est devenue une vraie belle entrée de ville. Et puis, le sujet majeur, au fond, des Valenciennois, vous pouvez refaire tout ce que vous voulez. Dans cette ville, restera toujours cette verrue urbaine de centre-ville, qui est la friche Match. Et cette friche, sur laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années, devrait, je l'espère, connaître au cours de la mandature, et j'en suis même sûr au cours de la mandature, une issue enfin favorable, c'est-à-dire la destruction de cette friche et la reconstruction d'un équipement sur site. Je crois que c'est quelque chose qui est attendu depuis quasiment une dizaine d'années. On en parle depuis très longtemps. Et on sait très bien qu'entre le temps de l'action et la perception qu'en ont les habitants, il y a toujours un décalage. Et les gens pourraient dire, mais pourquoi c'est pas encore fait? Parce qu'à l'intérieur, il y a un certain nombre de propriétaires et qu'il faut réussir à mettre tout le monde d'accord pour racheter l'ensemble des surfaces commerciales pour pouvoir ensuite enclencher un processus de reconstruction. C'est ce que nous faisons avec l'appui du groupe Eno Mobilier, qui est le partenaire local sur le sujet et qui, je l'espère, devrait connaître une sortie en bonne fin dans les mois qui viennent, et en tout cas à horizon 2016. Et puis traiter de façon concomitante la problématique de la caserne, qui est aujourd'hui un des points de litige que nous avons avec l'État, qui était en partie réglé par le rendu du jugement du tribunal administratif et que nous aurons à traiter avec l'arrivée du nouveau sous-préfet. Rendez-vous d'ailleurs a déjà été pris pour là aussi essayer de trouver une issue assez rapide sur le sujet. D'accord. Alors vous me faisiez une transition facile, j'ai envie de dire. Le commerce justement de centre-ville, on sait que c'est quelque chose pour lequel vous militez beaucoup. Un commerce de centre-ville qui est dynamique, qui est innovant. Aujourd'hui, concrètement, comment la ville accompagne ces commerçants de centre-ville? Alors la ville essaye de faire ce qu'elle peut. En termes d'animation, déjà, c'est son rôle, c'est de mettre ça en place. Et puis on est allé au-delà en lançant et en initiant, sous l'impulsion de Guy Marchand et de Marie-Laure Cousin, les états généraux du commerce. Ça, c'était fin d'année dernière. Plus de 150 commerçants sont venus nous rejoindre et nous avons co-construit avec eux un plan pour la redynamisation du commerce à Valenciennes. Alors ça passe par un traitement des façades de la rue de Lille pour essayer de redynamiser ce coin-là. Ça passe par un toilettage des façades de commerce aujourd'hui vides, par une taxe qui a été mise en place pour inciter les propriétaires de locaux à louer et à baisser le prix des loyers pour qu'on arrive à avoir une rotation plus fréquente sur l'ensemble des commerces. Voilà, on essaye vraiment d'accompagner ça. Il y avait une demande forte des commerçants aussi pour un retour du marché en centre-ville. Ce sera chose faite dès début 2016. On est vraiment très à l'écoute de l'attente, des souhaits, des desiderata des commerçants, mais vraiment toute l'énergie nécessaire et le service spécifique commerce créé au sein de la mairie, il y a vraiment là aussi beaucoup de cœur et d'énergie. Après, voilà, on ne peut pas lutter contre une conjoncture difficile et on ne peut pas imposer aux Valenciennoises et aux Valenciennois de sortir l'argent qu'ils n'ont pas forcément. Voilà. Donc il y a aussi un travail de la part des commerçants d'être attractifs, peut-être de faire des efforts à un moment ou à un autre pour essayer d'attirer au maximum le client et puis d'être positif dans la démarche. Cette période difficile n'est pas spécifique à Valenciennes ou aux Valenciennois, elle touche hélas le pays en entier. En tout cas, vous mettez tout en place pour que le lien existe et que l'échange avec vos commerçants soit réel. Mais on essaye de le faire et je pense qu'on tire profit l'un et l'autre au fond de ces échanges. Et notamment, je pense en matière de stationnement où c'est pas tout blanc et pas tout noir. Et je crois que chacun doit aussi là faire un effort et puisse co-construire la politique de stationnement des 20 prochaines années. On y travaille fortement. Et j'étais encore au SEDCO il n'y a pas très longtemps avec l'ensemble des commerçants de centre-ville pour discuter de ces problématiques-là et de ces sujets-là. D'accord.
Alors je sais que vous commencez à travailler sur votre budget 2016. On a un peu malheureusement coutume de dire que pour je dirais les collectivités, l'adage est un peu de faire toujours plus ou mieux avec de moins en moins. Comment vous gérez concrètement cette équation qui est un peu compliquée? Mais au fond, c'est l'équation que vivent les Valenciennoises et les Valenciennois, et les Françaises et les Français au quotidien. Oui. Leur salaire n'augmente pas, les charges sont toujours de plus en plus lourdes, l'imposition est de plus en plus lourde, les fluides augmentent. La facture d'EDF ou de Gaz de France, elle n'est pas pareille d'une année à l'autre, sur l'autre, ça continue d'augmenter régulièrement. C'est la même chose pour cette ville. Cette ville, elle a des fluides et des charges fixes qui continuent d'augmenter. Elle se voit attribuer un certain nombre de compétences nouvelles par l'État. Je pense tout de suite, on pense au rythme scolaire, qui ne sont pas compensées financièrement. Et puis, l'horreur suprême, c'est qu'en plus, le gouvernement maintenant diminue les dotations globales de fonctionnement qu'elle attribue aux communes. Ce qui fait qu'avant même de démarrer ce budget, il nous faut trouver 3 millions d'euros. Tout en respectant un engagement fort qui était d'avoir une fiscalité qui soit maîtrisée et qui ne soit plus augmentée durant la durée du mandat. Et je m'y tiendrai. Nous n'augmenterons pas l'imposition des Valenciennoises et des Valenciennois pour les 6 prochaines années, comme ça n'a pas été le cas depuis les 4 dernières, parce que les situations sont difficiles. Et il nous faut donc faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité et de poursuite, au fond, quand même de l'investissement, parce que une commune qui arrête d'investir, c'est une commune qui se meurt, qui ne garde plus un coup d'avance par rapport aux autres. Et puis, ça a des incidences et des dommages collatéraux sur l'emploi. Parce que si demain, vous ne rénovez plus de voirie, si demain, vous ne faites plus de travaux d'investissement, si vous ne faites pas 2 millions d'euros de travaux pour rénover ce musée, vous ne donnez plus de matière aux entreprises locales. Et donc, il y a aussi une responsabilité politique de poursuivre ces investissements. C'est là où, au fond, l'implication des élus, l'implication forte de l'ensemble des services, et puis les quelques notions comptables que peut avoir le banquier que je suis, servent aussi à monter un budget qui tienne la route, et qui soit prudent et qui permette de tenir compte de toutes ces équations et de poursuivre le développement économique, culturel, sportif de cette ville. D'accord. Alors, en parlant justement d'investissements publics importants, la rénovation des quartiers avec l'ANRU représente une part importante de ces investissements, justement. J'ai l'impression qu'à Chasse-Royale, là, ça avance bien. Ça y est, on voit enfin le bout du tunnel. Vous savez, sur ce type de rénovation lourde par quartier, il y a hélas toujours un premier et hélas toujours un dernier. Oui. Et Chasse-Royale, hélas, est le dernier quartier. J'allais dire hélas ou tant mieux, parce qu'au fond, sur ce quartier, on va y mettre, et je vais y veiller personnellement, autant d'amour qu'on a pu en mettre sur le faubourg de Cambrai ou sur du Temple, avec la réussite que l'on voit. Et en plus, on va gommer les erreurs, les imperfections qu'on a pu commettre sur le démarrage de ce programme ANRU. Et donc le résultat, je pense, sera vraiment pas à la hauteur, je l'espère en tout cas, au-delà de la hauteur des espérances des Valenciennoises, des Valenciennois et en tout cas des habitants de ce quartier qui ont fait preuve d'une patience remarquable. Oui. Et moi, je veux leur dire aujourd'hui, merci d'avoir été patient, merci d'avoir été conscient que c'était difficile aussi pour nous et qu'il fallait bien prioriser. Bien sûr. Merci au fond d'être aussi participatif sur le projet de ce quartier. Je pense aux comités citoyens, je pense aux gens qui spontanément viennent. On a inauguré il n'y a pas très longtemps la pose de la première pierre de l'équipement culturel. Les gens du quartier étaient là. Il y a une vraie fierté de sentir ce quartier se transformer. Je peux leur garantir qu'on va y mettre les moyens, mais on va y mettre aussi beaucoup de cœur et aussi beaucoup d'amour pour que chacun se sente bien dans ce quartier et qui viendra terminer au fond la rénovation totale de notre quartier. Du quartier, d'accord. Alors justement, là on parle du Temple plus spécifiquement, mais en général, on sent que la qualité, le cadre de vie de vos habitants, c'est important. Vous avez déjà un peu répondu, mais est-ce que vous avez d'autres priorités justement en la matière pour ce cadre de vie valenciennois? Alors, moi j'ai axé cette campagne des municipales, il y a maintenant 1 an, sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire la proximité, le contact avec les gens. Tout à fait, bien sûr. Et ils avaient l'habitude de me voir, ils m'ont vu un peu plus pendant la campagne parce que c'est une période où c'est la trêve au fond un petit peu des confiseurs et les affaires avancent un peu moins vite, on a beaucoup de temps pour aller les contacter. Les affaires reprennent à la fin des élections, mais je continue à garder ce contact précieux et permanent avec les gens des quartiers. Je suis dans les quartiers quasiment toutes les semaines à la rencontre des habitants. Et donc ça me permet d'écouter et d'entendre.
On a fait un gros travail de proximité. La proximité, c'est quoi? C'est des équipements sportifs de proximité, des city-stades, des jeux pour les tout petits. C'est la réfection des voiries. On termine le quartier de la Plaine qui n'avait pas été rénové depuis 50 ans, sur lequel on met plus de 3,5 millions d'euros pour transformer complètement ce quartier, avant de démarrer d'ici à la fin de l'année le quartier du Faubourg Sainte-Catherine. Donc cette proximité, c'est important parce que vous pouvez transformer des quartiers complets si dans leur quotidien, les gens ont toujours un trou dans leur trottoir ou si l'éclairage public ne fonctionne pas, ils auront l'impression que vous ne faites rien pour eux. Et donc, ce contact permanent dans les quartiers me permet de préparer la feuille de route des quartiers à traiter, à rénover. Et puis, lorsque l'on rénove les quartiers, on les met en sécurité. C'est aussi un effort particulier sur la vidéoprotection. On aura 25 nouvelles caméras d'ici à la fin de l'année, sur l'année 2015, caméras fixes, mais aussi caméras mobiles. Donc on sera à près de 150 caméras dans toute la ville, ce qui est un chiffre énorme et que nous allons encore poursuivre à développer, puisque je m'étais engagé à doubler le nombre de caméras. Et je crois, on voit les vertus aujourd'hui, c'est sécurisant. Quand vous faites des équipements publics qui sont plus dégradés, et lorsqu'ils le sont, on retrouve très rapidement les auteurs grâce à la vidéoprotection. Donc nous allons poursuivre ces efforts-là. Et puis sur le cadre de vie, je crois que les Valenciennois saluent les efforts faits par les services municipaux et notamment ceux des espaces verts pour embellir cette ville. J'espère que nous aurons bientôt une bonne nouvelle avec la 4e fleur qui sera attribuée à Valenciennes, tant c'est mérité, tant les services ont fait un super travail. On va requalifier également une requalification lourde de l'étang du vignoble, 2 millions d'euros pour refaire les berges, pour retravailler sur les sources, pour aménager complètement un parcours santé, bref, pour rendre également plus agréable, plus attractif, avec un petit parcours ludique, ce poumon vert en plein cœur de ville. On voit déjà les changements notoires. Donc il y a un vrai gros travail de proximité qui est fait, parce que c'est important, parce que c'est le quotidien des gens, et que, voilà, vous pouvez transformer cette ville, faire la plus belle ville du monde. Si les gens ne s'y sentent pas bien, ils n'adhéreront pas au projet. Voilà. Et il faut accompagner la transformation urbaine de cette ville, tout en ayant un regard bienveillant sur la population qui le compose. Et le volet social, il est très important. Et la meilleure façon d'appréhender le volet social, c'est de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire d'aller régulièrement sur le terrain, parfois pour me faire engueuler, mais souvent en tout cas pour faire aussi avancer les choses, parce que les gens sont toujours bienveillants et ont envie de faire bouger aussi leur quartier. D'accord. Alors on a beaucoup parlé de Valenciennes, évidemment, la ville, moi j'ai envie de vous parler un peu de vous aussi, j'ai une question. Vous avez été élu il y a 15 mois député. Comment faites-vous pour gérer, je dirais, cette dualité de mandat concrètement au quotidien, je dirais? C'est quelque chose que je n'avais pas prévu en 2014, ça fait suite à la défection de Jean-Louis Borloo et ses problèmes de santé. Je me suis retrouvé parachuté, au fond, à l'Assemblée nationale, poussé par les Valenciennoises et les Valenciennois au sens large, puisque la circonscription, je le rappelle, a voté à plus de 72% au deuxième tour pour le ticket que je formais avec Cécile Gallet. Donc c'est vraiment un témoignage d'amour 3 mois après les municipales. Après, il faut être digne de ce témoignage, c'est comment on met à profit cette exposition nationale pour servir le territoire. Et au fond, moi, je ne passe que 2 jours par semaine à Paris, le mardi et le mercredi, pour être aux questions d'actualité, travailler dans les commissions et porter les sujets valenciennois. Typiquement, le sujet de la caserne est un sujet qui se débloque parce que le fait d'être parlementaire m'a ouvert des portes que j'aurais eu certainement beaucoup plus de mal à ouvrir en étant juste maire de Valenciennes. Et puis, je sais aussi pouvoir compter toujours sur l'appui de Jean-Louis Borloo, qui, quand la porte est un peu dure à bouger, vient m'aider et use de son entre-gens pour me faciliter les choses. Donc au fond, c'est une bonne complémentarité de mandat. Je pense que les Valenciennois sont fiers de me voir le mardi et le mercredi à l'Assemblée, présent, même malade parfois, même si ça me vaut quelques notes d'humour de la part du petit journal. Mais en tout cas, il y a cette présence régulière qui me permet de défendre différemment les projets valenciennois, et au fond tout ça est compatible. Ça s'entremêle bien. Néanmoins, voilà, c'est pas un scoop, tout le monde sait qu'en 2017 la loi sur le non-cumul s'appliquera, que les gens se disent mais alors il va rester député, il va nous quitter ici à Valenciennes. Non, j'ai été très clair sur le sujet. Je vis une belle aventure en tant que député maire, je trouve que encore une fois c'est très complémentaire. Mais en 2017, je garderai mon mandat de maire de Valenciennes, et je resterai au plus proche des Valenciennoises et des Valenciennois. Bon, c'est super, c'est une très bonne nouvelle en parlant d'amour pour Valenciennes, et on terminera là-dessus. Vous l'aviez dit en début d'entretien, vous êtes fan de sport. On a un beau club du VFC. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison? Alors, je trouve qu'il est
un peu moins chaotique que celui des années précédentes. Il faut dire que celui de l'an dernier était particulièrement compliqué puisque nous avions eu à sauver en urgence et en 2 mois ce club, ce qui avait été fait grâce à une mobilisation sans faille des entreprises et des collectivités locales et territoriales. Cette année, voilà, tout se déroule beaucoup plus facilement. La vente de 2 joueurs a permis d'assurer l'avenir financier du club pour les 2 ou 3 prochaines saisons. Voilà, les petites tensions autour du club semblent se tasser. Il faut maintenant qu'on retrouve une sérénité sur le terrain. Si cette interview avait eu lieu la semaine dernière, c'était parfait puisque nous n'aurions pas eu cette défaite contre Dijon et nous serions restés sur la victoire 5-1 au Red Star. Mais au fond, elle arrive juste avant le derby face à Lens qui aura lieu ce lundi soir. J'espère que de tout cœur, le stade sera plein, mais ça je n'en doute pas, et que la victoire conduira le VFC. On est en train de reconstruire une histoire, on ne va pas remonter en Ligue 1 cette année, mais tout ça s'écrit sur 2-3 ans. Je pense que nous sommes en tout cas sur la bonne trajectoire pour faire de ce club qui, au-delà du fait qu'on ait un beau stade, au-delà du fait que c'est une ferveur populaire, c'est aussi au fond une forme de religion à Valenciennes. Hein. Jean-Louis Borloo disait toujours qu'à Valenciennes, c'est la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, qui est aussi un des points du patrimoine que nous allons traiter prochainement, qui a fait l'objet de beaucoup d'articles de presse ces derniers temps et qui fera l'objet de débats municipaux d'ici la fin de l'année, et le VAFC. Et ben, au fond, si à la fin de la mandature, les 2 édifices sont sauvés, je pense que j'aurai le plaisir d'avoir réussi mon mandat. Super, monsieur le maire. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur VTV. Je pense qu'on aura l'occasion cette année de se retrouver certainement de nouvelles fois. Et puis en ce qui me concerne, bien, je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve sur VTV pour un prochain JT Hebdo. À bientôt, portez-vous bien. Bye.